Bienvenue dans votre émission. Merci de regarder votre télévision et de nous avoir choisis pour ce nouveau numéro de votre magazine. Un réel plaisir est de recevoir sur ce plateau le révérend père Toussaint Kafarire Morola, à qui nous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Marcus, merci de m'avoir sur votre plateau. Merci. Vous êtes fondateur du ballet des Renaissances Afrique, écrivain. D'ailleurs, les sujets de cette émission portent autour de votre recueil de poèmes, Solstice d'Afrique. Vous avez aussi écrit, vous êtes auteur de Bukavu, La chanson du soleil exilé et Lettres à une génération damnée. Alors, pourquoi Solstice d'Afrique? Est-ce puisqu'après l'avoir lu, il faut pleurer un instant pour ces mondes en folie et qui s'étiolent? Alors, merci beaucoup pour la question. Pourquoi Solstice d'Afrique? Solstice, c'est quand même deux périodes de l'année quand le soleil commence à renaître, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, c'est plutôt un chant d'espoir, n'est-ce pas? Un chant qui ouvre l'Afrique sur les possibilités que nous n'avons jamais imaginées. Parce que la plupart des fois, quand on entend parler de l'Afrique, on voit les négatifs, les images ne sont que négatives. Voilà, exactement. Et nous vendons très très mal l'Afrique nous-mêmes, alors que l'Afrique a beaucoup de choses extraordinaires et positives. Il y a une vibrancy, une énergie dont nous parlons très peu. Et donc, Solstice d'Afrique, c'était, si vous voulez un peu d'histoire, je peux vous en parler. Oui. C'était moi et le contact avec le professeur Mudimbe. C'était d'abord un contact tout à fait intellectuel, donc à travers ses écrits. Plus tard, je vais le rencontrer en personne. Je lui ai rendu visite dans sa ville, à son université aux États-Unis. Il est venu me voir dans ma ville, dans mon université. Je l'ai fait venir pour une conférence à Chicago. Mais à l'époque, j'étais encore jeune quand je l'ai découvert par ses écrits. Et en le lisant, je me suis dit, waouh, nous avons des gens comme ça qui viennent de chez nous. Et donc, ça m'a donné l'espoir par rapport à l'Afrique. Et je pense que Mudimbe, effectivement, c'est un ambassadeur de l'Afrique, c'est quelqu'un qu'on devait primer, à qui on devait remettre le prix Nobel de l'Afrique. On ne peut pas s'en passer de lui. On ne peut pas. Effectivement. Et donc, c'est quelqu'un qui a fait une contribution énorme sur la production des savoirs sur l'Afrique, sur le Congo. Et en le découvrant, simplement, je me suis permis de rêver d'autres possibilités. Solstice d'Afrique, donc il y a toujours un début à quelque chose. Voilà. Est-ce que Solstice d'Afrique, c'est aussi parce que victime d'une civilisation sans âme, nous passons à côté de la vie sans la vivre et sans nous en apercevoir? Vous parlez bien, parce que je pense que c'est vrai ce que vous dites, mais nous sommes une civilisation avec une grande âme. C'est nous qui sommes la base, en fait, de toutes les civilisations du monde. Il faut que les gens s'en rendent compte. Oui. Il faut que l'Africain se regarde avec beaucoup plus de joie et de positivité. Donc, je ne dirais pas que non, mais je veux dire quand même qu'il y a beaucoup des méfaits de la colonisation qui font que les Africains sont plus tournés vers l'extérieur. Ils préfèrent aller mourir dans la mer Méditerranée ou dans les déserts du Sahara pour fuir l'Afrique, pendant que tous les autres sont en train de chercher comment arriver en Afrique et voler un tout petit peu de ce que l'Afrique possède. Donc, c'est ce paradoxe-là que nous devons être en mesure de résoudre un jour. Voilà. Alors, la pièce a été jouée, le recueil est joué déjà une fois à Chicago et va être joué, ça 26 à Lubumbashi. Vous dites, après l'avoir lu, il faut pleurer un instant. Est-ce la seule raison de pleurer, c'est puisque de l'ombre de la honte, ça peut naître finalement ces lieux de reconnaissance d'amour et de fraternité? Oui, alors, je veux dire que Solstice d'Afrique, c'est beaucoup moins fort que mes autres recueils. Vous avez cité au début Lettres à une génération d'années, et ça, c'est un livre que j'ai écrit en pleurant moi-même. Je l'ai écrit à genoux, en espérant que notre génération, en fait, la génération des Congolais qui n'ont vécu que toutes ces crises et ces guerres, pourrait prendre conscience, en fait, que nous pouvons réinventer les Congos autrement. Alors, Lettres à une génération d'années, c'est cela. Solstice d'Afrique, c'est vrai que l'élan, c'est d'abord cet enthousiasme
non, je ne dirais pas enthousiaste, mais j'étais grisé en fait, n'est-ce pas? En découvrant les professeurs Mudimbe, comme je disais. Oui. Et le premier roman que je lisais de lui, c'était Entre les eaux. Alors, quand vous lisez ce livre, vous comprenez exactement ce qui a été aussi le leitmotiv dans la pensée du professeur Mudimbe. Quand il écrit, par exemple, L'odeur du père. Donc, bref, quand vous lisez Mudimbe, vous savez qu'il remet en question beaucoup de l'héritage colonial. Ça peut être en religion, Oui. tout comme ça peut être en politique, tout comme ça peut être en anthropologie et dans toutes les sciences coloniales, comme on le dit. Et donc, quand vous prenez cette conscience-là, ça vous donne du vertige. Et quand vous lisez Entre les eaux, il y a ce prêtre qui a reçu la plus belle formation, en fait, sacerdotale, qui a été en Europe, à Rome, qui a étudié toute la théologie qu'on pouvait imaginer. Il a fait une autre licence. Donc, c'est des gens qui, comme nous, portons des grands diplômes et des diplômes qui viennent de l'Occident. Mais lorsque vous retournez à la réalité africaine, vous vous rendez compte que vos diplômes n'ont été que des instruments d'aliénation, si vous voulez. Vous êtes incapable de parler votre langue, de prêcher en votre langue, de transformer vos réalités sociales. Et alors, dans ces entre-deux, vous vous demandez, mais finalement, qui suis-je? Donc, c'est une question d'identité. Et Mudimbe, quelque part, dans les œuvres scientifiques qu'il va produire plus tard, il dira, le livre qui s'appelle The Invention of Africa, l'invention de l'Afrique, il vous dira que la colonisation, en fait, ce n'est pas une époque, ce n'est pas quelque chose qui est passé, qui est dans le passé. C'est parce qu'il y a les structures coloniales qui sont restées, qui sont en place, dont nous devons prendre conscience et que nous devons essayer de déstructurer, de démanteler, n'est-ce pas? Donc c'est un peu dans ce sens-là que mon recueil, c'est un appel à une prise de conscience et à une responsabilité historique de nous Congolais, de nous Africains, pour dire qui nous sommes et qu'est-ce que nous voulons être. Parfaite intervention, révérend Père. Est-ce qu'on peut ainsi donc dire que Solstice d'Afrique, ça anticipe en fait la renaissance de cette Afrique tant appelée par ses fils et ses filles? Eh bien, il y a tout un mouvement sur la renaissance de l'Afrique, n'est-ce pas? L'ancien président sud-africain Thabo Mbeki a fait partie des porte-flambeaux de ce mouvement. Oui. Je suis désolé parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu les chefs de l'État de l'Ouganda, Museveni, qui a voulu faire partie aussi de ça, mais je dois avouer que personnellement, je regarde, il y a un certain leadership en Afrique, des chefs d'État qui sont très indignes alors de l'Afrique, et vraiment indignes. Il faut que les gens le disent, parce que toutes les guerres et les violences que nous vivons à l'est du pays depuis un certain temps, c'est lié à une certaine vision étriquée et très égoïste, n'est-ce pas, de certains dirigeants africains, oui. Et ça fait très très mal. Mais je pense que au Sénégal, je pense qu'on a eu quand même Macky Sall, qui a été suffisamment imbu aussi de ce mouvement, de ce courant. Donc la renaissance de l'Afrique est possible. Et il est possible par des gens qui sont porteurs des valeurs et des grandes valeurs par rapport à l'Afrique et qui ne sont pas à la solde de l'Occident. N'est-ce pas? Parce que on a l'impression en fait que plus on se frotte à l'Occident chez nous, mieux on croit qu'on a de l'épaisseur dans son être. Et il faut que cela cesse. Il faut que cette illusion, cette aliénation, cette prostitution en fait que je peux appeler intellectuelle, oui. Cesse à un moment donné. Donc la renaissance africaine reste possible et nous avons des géants comme les Mudimbe, comme vous le disiez, qui nous aident quand même à prendre cette conscience-là. Et que devrait faire cette génération, que devrait faire ce peuple tout au long de ces millénaires? Quel effort devrait-il vraiment fournir pour arriver à donner un peu la renaissance à ces peuples qui ont tant souffert? Bon, je pense que nous, les éducateurs, nous qui sommes dans l'enseignement, nous qui sommes, y avons une parcelle de pouvoir, d'autorité, et le leadership, comme on dit, que ce soit dans l'Église ou dans d'autres institutions et structures, nous avons une grande responsabilité. Tout à fait. N'est-ce pas? Et cette responsabilité, c'est que nous-mêmes, nous devons d'abord penser et vivre, incarner, n'est-ce pas, ce que nous enseignons. Alors, il y a quand même un courant, je pense, de la pensée néolibérale, oui. Qui fait que
le marché, hein, l'idée, le concept même de marché est devenu dominant dans notre approche de la réalité, n'est-ce pas? Alors, on parle de l'enseignement ou de l'éducation comme un marché. Quand j'ai grandissé, je pense que tout n'était pas à vendre, tout n'était pas à acheter. Oui. Hein? Il y a des vertus, il y a des valeurs, il y a ce qui fait de nous des humains qu'on ne peut pas évaluer en termes monétaires ou en termes de marché. Mais si vous voyez, la plupart d'entre nous, professeurs aujourd'hui, universitaires, nous vendons nos connaissances au plus offrant. La valeur et la dignité de l'enseignant, c'est perdu complètement. Quand j'étais petit, je me souviens, quand je voyais l'enseignant, mon maître d'école arriver chez mes parents, je tremblais. Vous vous dites finalement... De joie et de peur. Oui. Parce qu'il incarnait une certaine autorité et il pouvait dire une parole aux parents sur toi et cette parole te définissait, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les enseignants n'ont plus la même valeur. Les gens les méprisent dans la société. Les familles les appellent comme des tuteurs, mais c'est pour de l'argent et pour vendre des connaissances. Alors, je pense que plus j'ai lu autant de livres, mieux je vaux. Mais il y a lecture et lecture, c'est-à-dire il faut lire pour critiquer, il faut lire pour prendre distance, il faut lire pour se définir. D'ailleurs, j'ai un poème dans ce recueil dont vous parliez qui s'appelle « Exister », n'est-ce pas? Et dans ce poème, je pense, ça fait longtemps que j'ai écrit, mais je pense que je dis que le fait d'exister, c'est une chose qui ne se négocie pas. Il y a des droits, en fait, que nos États devaient être capables de protéger de manière radicale, n'est-ce pas? Et j'adore ce pays. Mon pays, le Congo, en fait, je lui ai donné tout et toute ma vie. Je le ferai encore si je devais recommencer. Mais je pense que mon pays doit se rendre compte qu'il me doit beaucoup aussi. Et je dis le moi, ce n'est pas moi comme individu, je dis moi comme peuple, n'est-ce pas, comme nation. Oui. Et donc, un pays doit être capable de tout mettre en jeu pour protéger son peuple. Oui. Et au Congo, ce sont des valeurs qui ne sont pas encore incarnées par l'élite politique ou parfois même l'élite intellectuelle, malheureusement. Vous êtes poète, vous êtes aussi critique littéraire et Solstice d'Afrique regorge plusieurs poèmes, mais regroupés en 3 parties, notamment Mon Afrique, Ici et Maintenant, Mon Afrique meurtrie, Sur les traces de l'autre Afrique. Qu'est-ce que chaque partie aborde avec comme particularité? Waouh, vous avez vraiment lu Solstice d'Afrique et vous le connaissez mieux que moi. Mais voilà, c'est-à-dire, si on peut regarder, on peut lire aussi en termes du temps. On peut regarder le passé. Et notre passé en Afrique n'est pas un passé facile à assumer. Hein. C'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est toutes les guerres. L'histoire du Congo dans les 30 dernières années. Donc, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et alors, parlant du Congo d'ailleurs, je pense il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur le Congo et je me suis rendu compte en sortant du Congo que les Congos qui s'enseignent là-bas n'est pas les Congos que nous vivons, que nous connaissons, n'est-ce pas? J'ai découvert pour la première fois, par exemple, un petit ouvrage qui s'appelle « The Heart of Darkness », « Le cœur des ténèbres », qui est un livre classique ailleurs, qui est étudié dans les universités, dans les écoles primaires et secondaires, et chez nous au Congo, non. J'ai fait tout mon curriculum d'étudiants ici, je n'avais jamais été en contact avec ces livres. Et donc l'image qu'on construit du Congo en dehors du Congo n'est pas l'image que nous vivons du Congo, n'est-ce pas? Mais cette image nous parle d'un certain passé. Et les gens se sont alors appropriés ou accaparés même vraiment le droit de définir qu'est-ce que le Congo ou qu'est-ce que l'Afrique sans les Africains, n'est-ce pas? Alors, ça peut être une manière de regarder notre passé. Mais comment nous nous approprions ces passés? Le Congo d'aujourd'hui, l'Afrique d'aujourd'hui, qui sont là aujourd'hui en train de redéfinir cet espace. Alors, peut-être je peux en profiter pour jeter un petit mot, parce que nous sommes en train de préparer une très très grande conférence ici à Lubumbashi. Tout à fait, comme je l'ai annoncé. Ah, vous en parlerez de la conférence? Oui. Ok, d'accord. Mais cette conférence... c'est sur les études africaines en Afrique. Okay. Et je collabore avec l'Université Nouveaux Horizons, le professeur Takizala et d'autres collègues. Nous collaborons avec les centres d'art Waza, qui est un centre d'artistes, créateurs et éducateurs hors pair, en tout cas,
On s'est rencontré avec Gélin à l'une des prestations du Centre Waza sur la restitution. Et c'est des œuvres d'une facture artistique et intellectuelle inimaginable. Et moi, je disais justement à ces producteurs, j'ai dit, mais quand vous allez voir notre télévision nationale, c'est comme s'il y a un manque de contenu. C'est comme ça que la plupart des Congolais aujourd'hui, d'Africains malheureusement, sont tournés vers les TV5, les France 24. Toujours vers le bouquet, le satellite. Et ça vous lave les cerveaux parce que c'est comme si nous, les Congolais aujourd'hui, les Africains aujourd'hui, nous n'avons pas de contenu à offrir à notre population, à nos générations. Et alors, il nous faut nous projeter dans l'avenir autrement. Il nous faut prendre cette conscience-là et commencer à créer du contenu. J'étais ce matin avec Madame Nicole Sapato, la directrice du musée, ici, et nous avions parlé de ça, et nous avions discuté, n'est-ce pas, sur qu'est-ce que nous avons à offrir, quel contenu nous avons à offrir, et comment créer ces contenus par rapport aux besoins qui sont les nôtres, qui sont réels, n'est-ce pas, et qu'on cesse d'être des consommateurs de l'Occident, et qu'on devienne en fait des producteurs des Afriques que nous voulons. Quelles sont les raisons qui justifient, par exemple, le fait que ces recueils de poèmes puissent être joués pour une seconde fois sur Solstice d'Afrique? Alors, peut-être que Solstice d'Afrique a une magie, n'est-ce pas? Parce que le verbe, c'est la magie. C'est que nous n'avons pas suffisamment enseigné chez nous. C'est que la réalité que nous voyons au dehors, à l'extérieur, elle n'est pas sui generis, comme on dit en latin. Elle ne tombe pas de nu. Ce n'est pas une génération spontanée. C'est quelque chose qui est pensé d'abord. C'est l'imaginaire, n'est-ce pas? Et donc, je pense que Solstice d'Afrique, comme ça me vient évidemment de mon aîné, le professeur Moudimbe, il a travaillé mon imaginaire. Et dans cet imaginaire, j'ai repensé en fait certaines relations que moi, en tant que prêtre catholique, par exemple, j'ai un poème ici qui s'appelle « Est-ce que c'est… » C'est comme une prière au Dieu de mes ancêtres, n'est-ce pas? Je ne sais plus le retrouver la page, mais voilà, 63, prière au Dieu de mes ancêtres. Alors, parfois, quand je parle aux gens ou aux jeunes que je suis prêtre de la tradition romaine, catholique romaine, mais ma relation avec mes ancêtres, nul ne peut me l'apprendre. Et je l'ai pris, mes ancêtres, n'est-ce pas? Parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans eux. Mais quand vous regardez la manière dont une certaine théologie a voulu se distancer, n'est-ce pas, des ancêtres et de l'Afrique traditionnelle, alors vous vous rendez compte que non, il y a quelque chose, et il y a des ajustements que nous devons faire. Et c'est ce que je suis en train de dire, la magie peut-être de la parole, c'est à nous de la réinventer à travers la poésie, à travers l'art, à travers la culture, à travers beaucoup d'autres choses. Et c'est seulement quand nous aurons retravaillé notre imaginaire que nous pouvons nous dire, mais c'est trop facile de ne pas jeter les bouteilles en plastique sur la rue. Quand tu as fini de boire, tu gardes ta bouteille et tu dis, je vais en disposer quand je serai à la maison, dans une poubelle, dans un endroit où il y a des choses recyclables. Ça demande tout un projet, une éducation, une formation. Tu arrives à l'Unilou, à l'université ou dans d'autres universités, à l'Unikin, tu t'es dit, mais attendez, les étudiants que nous sommes en train de former, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Parce qu'ils n'ont pas cette conscience que l'environnement dans lequel ils vivent, c'est eux qui doivent le travailler. Nous attendons que les Blancs viennent nettoyer notre cour, notre jardin, Non, ça n'a pas de sens. Et ça montre justement le disconnect, n'est-ce pas? Qui existe entre notre manière de penser et notre manière de vivre la réalité. Et Solstice d'Afrique, je pense, a attiré certaines personnes qui le lisent parce qu'il s'adresse justement à cet essentiel, n'est-ce pas? Alors, je corrige aussi, j'en profite pour corriger rapidement, ce n'est pas à Chicago qu'il a été joué la première fois. C'est une amie française qui étudiait à l'époque à l'Université de Montréal, qui a joué plutôt Solstice d'Afrique à l'Université de Montréal. Voilà. De Québec à Montréal, voilà. Alors, puisque la renaissance de l'Afrique, c'est possible, et comme vous venez de le dire, quelles sont les raisons pour lesquelles vous aviez dit, par exemple, dans le poème « De l'autre côté du mur », ne regardez pas de l'autre côté du mur, sortilège et malédiction l'entourent. Je suis sans mots. Je suis sans mots. Ça, c'est un de mes poèmes fétiches. J'adore beaucoup De l'autre côté du mur.
De l'autre côté du mur, en fait, pourrait s'apparenter à, comme on parlait du professeur Moudimbe au départ, l'odeur du père, c'est-à-dire à la distance qu'il faut prendre, n'est-ce pas, avec l'autre soi-même, n'est-ce pas. Il y a un écrivain nigérian que j'admire beaucoup. Ok. Chinua Achebe. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un homme que nous devrions enseigner dans toutes nos écoles. Et moi, j'inviterais vraiment nos autorités qui sont chargées de l'éducation et de la culture. La culture surtout. À voir en Afrique qu'est-ce que nous devons enseigner. Il y a beaucoup d'auteurs africains que nous devons donner à nos enfants si nous voulons rester l'Afrique, n'est-ce pas? Malheureusement, nous enseignons beaucoup plus les auteurs occidentaux jusqu'aujourd'hui, je pense. Je ne sais plus. Le système éducatif est resté le même. Il est resté le même, malheureusement. Et donc, quand on change, on parle des LMD, on parle de ceci, à mon sens, c'est encore assez cosmétique, n'est-ce pas? Parce que c'est les contenus qui comptent. C'est les contenus qui font des humains, n'est-ce pas? Qui font des hommes et des femmes. Et ça doit changer. Alors, de l'autre côté du mur, justement, c'est comme l'expression de ces hiatus, si tu veux, qui existe entre le moi que je veux être et le moi que je ne suis pas encore, n'est-ce pas? Et comment jeter le pont entre ces hiatus. Je parlais de Chinua Achebe, pourquoi? Parce que Chinua Achebe dit que la manière dont l'Occident a pensé l'Afrique, c'était une façon de créer l'autre de l'Europe, n'est-ce pas? Le semblable de l'Europe. Voilà, nous voulons être l'autre de l'Europe. Je ne sais pas, j'essaie de repenser en anglais et de traduire en français, mais c'est comme les clichés négatifs, en fait, de l'Europe. Et alors, dans nos têtes, nous pensons que notre devenir proviendra de l'Europe. C'est l'Europe, ça ne proviendra pas de l'Europe, c'est l'Europe. C'est-à-dire, dans tous les schémas de développement, nous sommes en train de vouloir devenir l'Europe ou une autre Europe ici. Et le prof Moudimbe, effectivement, lorsqu'il vous parle dans l'idée de l'Afrique, l'invention de l'Afrique, il vous dira que même les sciences anthropologiques, lorsqu'elles commencent à se mettre en place, l'homme noir, on prend les caractéristiques de l'Européen et puis on met les cosmétiques, donc la mélanine, la couleur noire, ainsi de suite. Comme pour dire s'humaniser, c'est devenir l'Europe. Mais les civilisations les plus barbares, c'est l'Europe. Ce qui se passe chez nous aujourd'hui, les coltans, tout ce qui fait tuer des milliers de personnes, les viols, comment je dirais, le génie de l'Europe, en fait, c'est de vous faire porter la responsabilité de ce qu'eux, ils font. C'est-à-dire les Kagame, les Museveni et tout ce monde-là, ils sont à la solde de l'Europe, plus qu'ils sont en train de travailler pour l'Afrique. Et ça m'étonne, en fait, parfois, lorsqu'on veut présenter ça comme leadership. Mais c'est parce que l'Europe veut fabriquer de petits leaders au service des intérêts de l'Europe et pas aux intérêts d'une Afrique émancipée, épanouie, grande, capable de tenir tête dans les relations internationales du monde. N'est-ce pas? Donc, pour l'Occident, il faut que l'Afrique demeure ses réservoirs de matières premières, de ressources naturelles, qui vont chez eux pour qu'ils continuent à nous mettre en dette et à nous donner des miettes. Moi, ça m'étonne, en fait, quand nous courons en Europe chercher de l'aide. Ça n'a aucun sens, alors, parce que c'est nous qui nourrissons l'Europe. C'est le Congo qui nourrit l'Europe avec ses ressources. Avec le cobalt, on parle des révolutions énergétiques. Mais ça part d'où? Ça provient d'où? Déjà, la révolution industrielle du 19e siècle, quand il parlait des caoutchoucs et tout le reste, c'est parti d'où? Les VA, quand on coupait les Congolais les mains pour faire le pneu, d'abord des bicyclettes, ensuite des véhicules et tout le reste, c'est parti d'où? Et donc, je pense que la dette que le monde et l'humanité a vis-à-vis du Congo doit être payée un jour. Mais il faut que les gens s'en rendent compte. Et c'est pour cela que la conférence que nous organisons au mois d'octobre, c'est sur la restitution. Et il ne s'agit pas simplement de la restitution des œuvres d'art
qui ont été pillés, arrachés de leur milieu et disséminés dans les musées, dans les collections occidentales. Il n'y a pas que ça. C'est vrai, il y a ça aussi. Mais il s'agit d'une restitution en sens beaucoup plus grand, c'est-à-dire de la dignité de l'homme africain, de la femme africaine, la restitution en fait des savoirs, la restitution de la dignité, la restitution en fait c'est simplement de la vérité si vous voulez. Quelle est la part de la vérité historique si nous voulons reconstruire notre avenir, notre pays, notre peuple et tout consort. C'est nous qui allons changer notre pays, pas quelqu'un d'autre. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Aussi à vous de nous avoir regardés au prochain numéro.